Salut, ici Pascal de Neutrality Studies. Hier soir, j'étais curieux de connaître les perspectives des réalistes pacifistes en Russie et en Grande-Bretagne concernant la guerre en Ukraine et l'état général des affaires en Europe. J'ai donc eu une conversation avec Dimitri Trenin et Anatole Levin. Tous deux ont passé des décennies à travailler sur la sécurité en Europe de l'Est. Dimitri Trenin était le directeur du Carnegie Moscow Center. Il a également servi dans les forces armées soviétiques et russes de 1972 à 1993. Il a écrit le livre « Russia » en 2019, dans lequel il détaille le parcours tumultueux du pays, de la révolution à la dévastation d'après-guerre, jusqu'à la Russie de Vladimir Poutine aujourd'hui. D'autre part, Anatoly Levin est chercheur principal sur la Russie et l'Europe au Kinsey Institute for Responsible Statecraft. Il a travaillé en tant que journaliste en Union soviétique et en Europe de l'Est de 1985 à 1998. Pendant cette période, il a couvert les guerres en Afghanistan, en Tchétchénie et dans le Caucase soviétique. Il a écrit les livres Ukraine and Russia, Fraternal Rivalry et America, Right or Wrong, en Anatomy of American Nationalism. Maintenant, passons à notre discussion. Dimitri Trenin et Anatoly Levin, merci beaucoup d'avoir pris le temps de parler avec moi aujourd'hui. C'est un plaisir. Permettez-moi de commencer en vous demandant à tous les deux, comment ça va? Comment avez-vous fait face à tout ce qui s'est passé au cours des 3 derniers mois? Dimitri, peut-être pourrais-tu commencer, suivi par Anatole. Well, it's certainly a very difficult period, and in many ways, it looks like it's open-ended. There's the reality of a war going En effet, nous traversons une période très difficile. Il semble qu'il n'y ait pas de fin en vue. Nous faisons face à la dure réalité d'une guerre en Ukraine. Cependant, il y a aussi une réalité plus large. Les gens l'appellent la guerre hybride entre la Russie et l'Occident. Donc, même si les combats en Ukraine s'arrêtent à un moment donné, ce qui arrivera, le conflit plus important persistera. Par conséquent, nous sommes confrontés à une situation qui est, à bien des égards, aussi significative et dommageable que la guerre froide du XXe siècle. and destructive as the Cold War was in the 20th century. C'est vraiment sombre en effet. Anatole, quel est ton avis? Yes, I'm afraid I agree with that, and I mean probably like Dimitri, as somebody who's worked for. Oui, j'ai bien peur d'être d'accord avec cela. Comme Dimitri, j'ai travaillé pendant 30 ans pour améliorer, ou du moins maintenir, de bonnes relations entre la Russie et l'Occident et éviter les conflits. Cette situation est vraiment une tragédie personnelle pour moi. En suivant le point de vue de Dimitri, si nous considérons l'analogie de la guerre froide, nous pouvons encore essayer d'empêcher une situation désastreuse de devenir complètement catastrophique. En d'autres termes, Dimitri a raison. La guerre froide plus large continuera probablement. Espérons qu'elle ne dégénérera pas en un conflit direct. Becoming the completely, catastrophic. In other words, I'm afraid Dimitri's quite right. The wider, not hopefully, I mean, pray God, not direct conflict, but Cold War. Bien sûr, même pendant la guerre froide, il y a eu des événements importants. Tout d'abord, la chose la plus importante est que nous avons réussi à éviter une catastrophe nucléaire, même si nous en avons été dangereusement proches à quelques reprises. Il y a également eu d'autres catastrophes qui auraient pu être évitées avec un peu plus de sagesse. Par exemple, l'Amérique n'avait pas besoin de s'impliquer au Vietnam pendant la guerre froide. De même, l'Union soviétique n'avait pas besoin d'envahir l'Afghanistan. Donc, nous devrions garder ces choses à l'esprit. The Soviet Union did not need to go into Afghanistan, so we can keep that in mind. D'accord, continuons à discuter des articles que vous avez écrits. Dimitri, vous avez rédigé un article qui a été publié en anglais dans Russia Today. Cela était basé sur le discours que vous avez prononcé lors de la 30e Assemblée du Conseil russe des Affaires étrangères et de la politique de défense. Pourriez-vous expliquer les points principaux de votre article? De plus, pourriez-vous partager ce qui vous préoccupe le plus concernant le rôle de la Russie dans le conflit actuel? Well, I would first of all, I do not.
I don't think I can recite the main themes of that article because you just you move on and you come up with all sorts of Tout d'abord, je ne crois pas pouvoir réciter les thèmes principaux de cet article. C'est parce que je suis constamment en mouvement et génère de nouvelles pensées et idées presque tous les jours. En réponse à votre question, je considère cela comme un test existentiel pour la Fédération de Russie. Je ne parle pas seulement de l'aspect militaire, bien que cela soit crucial. Principalement, je parle des aspects économiques, technologiques et sociétaux. Je fais également référence aux aspects idéologiques et de valeurs. Societal side of all that, the ideological, the values side, and basically, even before February this year, I'd come to the conclusion that the model that the Russian Federation had been following since the end of the Soviet Union had run its course essentially. That we as a nation would not be able to go very much forward without Même avant février de cette année, j'avais conclu que le modèle que la Fédération de Russie avait suivi depuis la fin de l'Union soviétique avait essentiellement atteint ses limites. Je croyais que nous, en tant que nation, ne pourrions pas progresser beaucoup sans des changements significatifs dans nos opérations économiques. La composition et le comportement de notre élite étaient une autre préoccupation. L'absence de valeurs sociétales fortes était un problème important qui devenait de plus en plus important. Les relations de la Russie avec le reste du monde jouaient également un rôle dans ce tableau plus large. Donc, je considère la situation actuelle comme un test significatif. Il ne s'agit pas seulement de l'Ukraine ou de la sphère militaire, mais d'une perspective plus large. Look at the current situation, not just in Ukraine, not just in the military sphere, but more broadly as a very big test. And, suddenly Russia has become cut off from the Western financial system, Western economic system, Western technological system, financial, and given the dominance, the continued dominance of the West in the world, you are facing. La Russie s'est soudainement retrouvée isolée des systèmes financiers, économiques et technologiques occidentaux. Étant donné la domination continue de l'Occident à l'échelle mondiale, cela pose un ensemble de problèmes massifs. À moins que la Russie ne puisse concevoir un modèle permettant la croissance et le développement, tout en préservant et renforçant l'harmonie interne, la situation pourrait se détériorer considérablement. À mon avis, il s'agit d'une question existentielle. Pour relever les défis auxquels elle est actuellement confrontée, la Russie doit adopter de nouvelles approches dans de nombreux domaines. It's really existential, and for Russia to live up to the task that it faces today, it needs, in many ways, new approaches. Just anywhere you might look. And Anatole, I believe you wrote something Anatole, je crois que tu as écrit à ce sujet l'idée que c'est une crise existentielle pour la Russie. Pourrais-tu l'expliquer? Yes, well, I mean, I wanted to bring out in this piece the fact that, as is, has been familiar from, I think, many conflicts in history, that Oui, je voulais souligner dans cet article que, comme nous l'avons vu dans de nombreux conflits historiques, un grand nombre de Russes qui ne voulaient pas ou ne soutenaient pas cette invasion, et qui pourraient même la considérer comme une catastrophe en privé, sont principalement influencés par la nature de la réponse occidentale et américaine. Ils perçoivent souvent, comme Dmitri l'a mentionné, une menace existentielle pour la Russie. Ils prennent essentiellement le parti de l'Occident et croient que cela est en effet devenu une menace existentielle. Cependant, je suppose qu'il y a 2 points supplémentaires à prendre en compte sur cette question. Essentially take elements of the West at their word, and also believe that this has become an existential threat. I mean, on that score, I suppose there are 2 things to be added, though. The first is that
Uh, um, as a European, I mean, a kind of European, if a Brit is still a European, I have found the whole. Tout d'abord, en tant qu'Européens, ou plus précisément en tant que Britanniques, si nous sommes toujours considérés comme Européens, j'ai trouvé l'approche de l'ensemble de l'Europe occidentale assez décevante. Il ne s'agit pas tant de leur réponse depuis le début de la guerre, mais plutôt de leur position avant la guerre, et même aujourd'hui. Il n'est pas tout à fait exact de dire que la plupart des dirigeants européens de l'Europe occidentale, tels que Macron, Schulz et les Italiens, voulaient ou considèrent actuellement cela comme un conflit existentiel. Il y a eu beaucoup de discussions pour trouver un compromis ou une façon de mettre fin à la guerre. Cependant, ils n'ont jamais été prêts à défier réellement l'Amérique sur cette question ouvertement. Cela a entraîné un sentiment d'inefficacité et d'impuissance de l'Europe. But in the end, they have never been prepared to actually confront America on this, to actually defy America. And so you have this, terrible sense of European witlessness and impotence. The other thing, though, I would just like to add is that while, as Dimitri has said, as I've recognized another, Je voudrais ajouter quelque chose à ce que Dimitri a dit. J'ai remarqué cela chez d'autres Russes également. Ils considèrent maintenant cela comme un conflit existentiel. Cette perspective est également reflétée dans une grande partie des médias occidentaux, où l'on parle d'une prétendue menace existentielle russe pour la démocratie occidentale. Cependant, si nous examinons la situation militaire actuelle, ce n'est pas du tout comme ça. Ce conflit est plutôt une lutte post-coloniale pour un petit territoire. À ce stade, compte tenu de l'impasse entre les deux parties, nous ne discutons vraiment que des batailles pour environ 6 villes de taille moyenne dans le Donbass. Par conséquent, la situation militaire réelle sur le terrain est très différente du contexte existentiel plus large dans lequel ce conflit a été encadré par les deux parties. In the Donbass. So the military reality on the ground is quite different from, the sort of the wider existential terms in which this conflict has been cast by both sides. Dimitri, do you see it Dimitri, the same est-ce que way? tu le vois de la même manière? Well, I think that certainly and I said it before, certainly the larger conflict is way bigger than the battlefield in Ukraine. And the issues that Je crois, comme je l'ai déjà dit, que le conflit plus vaste est bien plus significatif que le champ de bataille en Ukraine. Les problèmes au cœur de ce conflit dépassent l'Ukraine. Fondamentalement, l'opération militaire spéciale de la Russie est officiellement décrite comme un effort pour libérer les territoires des républiques populaires de Donetsk et de Louhansk. Il s'agit d'un objectif relativement limité. Cependant, la réalité d'un conflit entre la Russie et le monde occidental tout entier est bien plus importante. Cette situation est également sans précédent. La Russie n'a jamais auparavant fait face à un monde occidental uni dans son histoire. Dans toutes les guerres précédentes de la Russie, seules certaines parties du monde occidental lui étaient opposées. Western world is way bigger than that, and it is also unprecedented. Never before in history has Russia faced a unified Western world. In all the wars that Russia fought before, there were parts of the Western world that were against Russia. They were being confronted by Russia on the battlefield, but then there were allies. They were allies during the Napoleonic Wars. They were allies during the First and Second World Wars. And even La Russie a été confrontée sur le champ de bataille, mais elle avait des alliés. Ces alliances ont été formées pendant les guerres napoléoniennes, ainsi que pendant la Première et la Seconde Guerre mondiale. Même pendant la guerre froide, il y avait des partis neutres. Cependant, il n'y a plus de parti neutre maintenant. La Russie fait actuellement face à une opposition d'une coalition de plus de 40 nations. Ces nations sont unies contre la Russie dans différents aspects, y compris militaires, économiques, financiers, technologiques, politiques,
diplomatique et même culturelle. Comme je l'ai mentionné précédemment, c'est une situation sans précédent. La situation actuelle en Ukraine ne reflète pas pleinement l'ampleur réelle du conflit. Elle va bien au-delà de ce qu'Anatole a discuté. The reality on the ground in Ukraine is no adequate measure to define the real scale of the conflict. It goes way beyond what Anatole has been talking about. Je parlais seulement strictement en termes militaires. Absolutely, Anatole. This is not. Absolument, Anatole. Cela n'est pas destiné à être une critique. En fait, j'utilisais tes phrases pour appuyer mon propos. Donc, je suis tout à fait d'accord avec toi là-dessus. My point. So I'm fully with you on that. I like to think about having two conflicts going on at the same time. A hot J'aime considérer l'existence de deux conflits simultanés, une guerre chaude ou une opération militaire en Ukraine, et un conflit structurel plus vaste et froid. Malgré l'insistance de l'ambassadeur Jack Matlock selon laquelle il ne s'agit pas d'une deuxième guerre froide, la guerre froide était basée sur deux idéologies totalement différentes quant à la manière dont la société devrait être structurée. Ce n'est plus le cas. Tout le monde est d'accord sur la structure de base, mais le conflit persiste. Dimitri, tu as mentionné que c'est existentiel. Dans ton article, tu as également noté que l'Occident refuse même l'apparence de neutralité de la part des pays individuels. Comment l'as-tu formulé? L'Occident rejette même la neutralité la plus élémentaire des nations individuelles. Cela inclut-il la neutralité proposée de l'Ukraine? Et considères-tu les situations en Finlande et en Suède de manière similaire? With Finland and Sweden in the same way? Well, not. It's difficult for me, frankly, to imagine a neutral Ukraine. After everything that's happened in the last 100+ days, I just don't see how Ukraine can. Franchement, il m'est difficile d'imaginer une Ukraine neutre. Étant donné tout ce qui s'est passé au cours des 100 derniers jours environ, je ne vois pas comment l'Ukraine pourrait fonctionner en tant qu'État neutre. Nous devrons attendre et voir ce qui se passe, mais je ne peux pas prévoir cette issue. Je tiens également à réitérer un point que j'ai mentionné précédemment. Il n'y a plus de place pour la neutralité en Europe. Si l'Ukraine devait rester neutre, ce serait une anomalie, ce qui, selon moi, ne sera pas le cas. Bien qu'elle ne fasse peut-être pas formellement partie d'une alliance, en particulier de l'alliance de l'OTAN, il est toujours difficile d'imaginer qu'elle maintienne sa neutralité. En ce qui concerne la Finlande et la Suède, je considère cette question de manière beaucoup plus détendue. But still, neutrality is something very hard to imagine. With regard to Finland and Sweden, I see this issue in much more relaxed way. I don't think there was much doubt in the Soviet Union and then in the Russian Federation. Je ne pense pas qu'il y ait eu beaucoup de doutes en Union soviétique, et plus tard en Fédération de Russie, quant à l'orientation géopolitique stratégique de la Suède pendant des décennies. Elle a toujours été considérée comme un membre non déclaré de l'alliance de l'OTAN. La Finlande, cependant, était un cas différent. Contrairement à la Suède, la Finlande partage une longue frontière avec la Russie. Pendant la guerre froide, la Finlande était essentiellement un État tampon. Il pourrait ne pas être heureux d'accepter cette étiquette, mais l'Union soviétique utilisait la Finlande comme un État tampon contre l'Occident dirigé par les États-Unis, l'OTAN et d'autres instruments de puissance américains en Europe. La possibilité d'une adhésion à l'OTAN pour ces deux pays ne sera peut-être pas annoncée à Madrid, mais elle se produira probablement plus tôt que tard. Instruments of American power in Europe. To the extent that NATO membership for those two countries that will not be announced in Madrid, but will probably come sooner rather than. Si cela se produit, la réponse de la Russie dépendra largement du type de déploiement militaire que la Finlande autorise sur son territoire. Cela dépendra également du type d'activité militaire, tels que les exercices et les entraînements, que la Finlande mène avec les partenaires et alliés de l'OTAN.
Un autre facteur est de savoir si la Finlande deviendra une base pour les systèmes d'armes américains qui pourraient atteindre profondément la Russie. Les réponses varieront grandement. Il y aura une certaine réponse dans tous les cas car, du point de vue de la Russie, la frontière avec la Finlande acquérera un statut très différent. Ce sera une frontière avec ce qui est essentiellement une alliance peu amicale. And the responses will be very, very different. There will be some response in any event because the border will from the Russian perspective, border with Finland will acquire a very different status. It will be a border with essentially an unfriendly alliance. And that will mean more deployments. Cela entraînera davantage de déploiements et un changement vers une planification militaire plus robuste. Cela signifierait probablement également une plus grande dépendance aux armes nucléaires. C'est à prévoir de la part d'un pays qui, en termes militaires conventionnels, est désavantagé par rapport à l'alliance de l'OTAN à laquelle il fait face. Toutes ces choses sont prévisibles. Cependant, je n'anticipe rien de similaire à ce que nous observons en Ukraine. L'Ukraine n'est pas membre de l'OTAN, ni allié formel des États-Unis. Malgré cela, le pays est devenu un champ de bataille. C'est un véritable champ de bataille entre les forces russes et les forces ukrainiennes, soutenues par les forces unies de l'Occident. Merci pour cela. Anatole, souhaites-tu répondre? Tu es actuellement en mode muet. Yeah, I think that's right. I mean, I myself do. Oui, je crois que c'est correct. Personnellement, je ne considère pas l'adhésion de la Finlande et de la Suède à l'OTAN comme étant d'une grande importance sur le plan militaire. Je ne pense pas que la Russie ait jamais prévu de les attaquer. De plus, il est très peu probable qu'ils se permettent d'être utilisés comme base pour attaquer la Russie. Cependant, leur adhésion à l'OTAN complète essentiellement ce que je considère comme une équation fondamentalement erronée créée par l'Occident après la guerre froide. Cette équation confond le concept de l'Europe avec l'adhésion à l'OTAN et à l'UE. Ce n'était pas nécessairement une idée bien réfléchie, mais plutôt une supposition automatique. On croyait que pour être vraiment européen, il fallait être membre à la fois de l'OTAN et de l'UE. But there was just an automatic assumption that to be truly European, you had to be in NATO and the EU. Cela a également contribué au besoin indéniable pour les Européens de l'Est de rejoindre l'OTAN et l'UE. Sans le faire, ils se qualifieraient essentiellement comme des Européens de deuxième classe, voire non européens. Dans une certaine mesure, ce que nous observons maintenant est le résultat de cette supposition. L'OTAN et l'UE sont en train d'incorporer presque tout, sauf la Russie. La Russie, depuis longtemps, a pratiquement été exclue par l'Occident de l'Europe. Maintenant, elle en tire les conclusions logiques. Has long since, in practical terms, been expelled by the West from Europe and is now drawing the logical conclusions of that. J'aimerais ajouter une chose. Cela dépend largement de ce qui se passe en Occident, mais cela pourrait être considéré comme une erreur significative de la part de Poutine. Hier, j'ai entendu un ambassadeur français discuter de l'état actuel des affaires internationales. Il a mentionné que tous les gouvernements européens et les élites libérales sont en totale dénégation. Ce sont ses propres mots. Il nie non seulement la possibilité, mais aussi la probabilité d'une victoire républicaine en 2024 en Amérique. Il y a de fortes chances que Trump puisse gagner. Cette dénégation découle de leur désir désespéré de croire que l'Amérique et l'Europe partagent les mêmes valeurs démocratiques libérales. Of a Republican and quite possibly a Trump victory in 2024 in America. De plus, ils sont extrêmement désireux de croire que l'Amérique sera toujours là pour eux, non seulement en présence, mais en tant que démocratie libérale. Ils trouvent insupportable de considérer ce qui pourrait potentiellement être la réalité en Amérique. Cela fait partie de la tendance libérale européenne à éviter de nombreux autres problèmes au fil des ans. Par exemple, prenons en compte la migration, qui est peut-être le plus grand exemple. Il y a un refus clair de confronter bon nombre des problèmes réels et des dangers qui y sont associés. Il est évident pour quiconque prête attention que Trump pourrait gagner en 2024. Simply a refusal to confront so many of the real issues and real dangers
J'ai récemment lu une série de livres écrits par des individus sérieux, pas des auteurs de science-fiction ou des rêveurs. Ces livres abordent la possibilité réelle d'une guerre civile américaine dans un avenir proche. Cela est dû aux différences apparemment insurmontables entre les deux partis politiques et leurs partisans. Si cela se produit, les historiens futurs pourraient remettre en question les actions de Poutine. J'espère que cela ne se produira pas, mais s'il en est ainsi, ils pourraient se demander, que pensait Poutine? Poutine a souvent parlé de la décadence occidentale et de ses problèmes. S'il croyait vraiment en ces problèmes, pourquoi n'a-t-il pas attendu? En d'autres termes, pourquoi n'a-t-il pas attendu que l'Occident s'effondre de lui-même? De plus, en ce qui concerne l'adhésion potentielle de l'Ukraine à l'UE, personnellement, je ne crois pas que cela soit aussi probable que ce qui est actuellement présenté. Avant la guerre, cette possibilité semblait presque impossible. Ainsi, on s'attendait largement à ce que l'Ukraine reste en quelque sorte dans une situation d'incertitude, sans être pleinement intégrée à ce que nous appelons l'Europe. Cette situation aurait offert de nombreuses opportunités à la Russie de maintenir un degré significatif d'influence en Ukraine, sans nécessairement annexer ou prendre le contrôle de tout le pays. Cependant, comme Dmitri l'a mentionné, ce n'est plus le cas. Même si l'Ukraine pourrait officiellement rester neutre, elle deviendra effectivement un allié occidental contre la Russie. Dimitri, what do you think about that? Dmitri, qu'en penses-tu? Pourquoi la Russie n'a-t-elle pas simplement attendu? Well, you have to go into the thinking processes of the person who calls the shots in Russia on all strategic issues, and that's President Putin. You can only guess, you will never know. Vous devez comprendre le processus de réflexion de la personne qui prend toutes les décisions stratégiques en Russie, et c'est le président Poutine. Vous ne pouvez que spéculer, vous ne saurez jamais vraiment. Cependant, ma spéculation est qu'il a essentiellement pris une décision à un moment donné en 2021. Il aurait peut-être penché vers cela même avant cela, mais je crois qu'en 2021, il a dû conclure que le temps n'était pas en sa faveur concernant l'Ukraine. Essentiellement, il a choisi d'intervenir afin de ne pas laisser la question de l'Ukraine à ses successeurs ou à la prochaine génération de dirigeants russes. Je crois qu'il a suffisamment exprimé pour que nous puissions reconstituer sa ligne de pensée. L'Ukraine n'allait pas rejoindre l'Union européenne de sitôt. To a new generation of Russian leaders. I think he said enough, I think, for us to be able to reconstruct that line of thinking. Ukraine was not going to be in the European Union anytime soon. Ukraine's membership in NATO was also unlikely because the United States was not going to guarantee with the blood of its own soldiers, if need be, or with its own existence, if need be, Ukraine's territorial. L'adhésion de l'Ukraine à l'OTAN était également incertaine. Cela s'expliquait par le fait que les États-Unis n'étaient pas prêts à risquer la vie de leurs soldats ni leur propre existence pour garantir l'intégrité territoriale et la souveraineté de l'Ukraine. Par conséquent, l'idée d'une adhésion formelle de l'Ukraine à l'OTAN ou à l'UE semblait peu probable, du moins pour des personnes comme moi. Cependant, il était également clair que le soutien militaire américain à l'Ukraine augmentait. Cela comprenait une formation approfondie des officiers militaires ukrainiens par des instructeurs de l'OTAN. Parallèlement à cela, la rhétorique de la direction ukrainienne sous Zelensky est devenue de plus en plus virulente à partir de la mi-2020. And this was also accompanied by the rhetoric of the Ukrainian leadership under Zelensky becoming more and more strident from somewhere in the middle of 2020. There was a period in 2019 after Zelensky was elected president, during which a window of opportunity appeared to be open for
direct contacts. En 2019, après l'élection de Zelensky en tant que président, il semblait y avoir une chance de communication directe entre les deux présidents. Il croyait que des préparatifs étaient en cours, même jusqu'au début de 2020, pour faciliter un dialogue constructif. Cependant, quelque chose a changé en Ukraine. Zelensky, qui ne bénéficiait pas d'un soutien substantiel de la classe politique ukrainienne, était clairement un outsider. Pour survivre, il a dû tendre la main et accepter l'aide des factions nationalistes, voire ultranationalistes, au sein de la classe politique. Cette décision a marqué un changement significatif dans son approche envers la Russie. En 2021, il est devenu très actif dans la répression de tout ce qui semblait pro-russe. The support of the more nationalist, ultra-nationalist elements in that political class. And that sealed his very different approach toward Russia. During 2021, he became very active in suppressing anything that looked like Russia-friendly. There was a clampdown on not much covered in the West, I should say, clampdown on the TV stations that were close to the party of the successor to the party of the regions, the opposition bloc. Il y a eu une répression des chaînes de télévision affiliées au Parti des régions, prédécesseur du bloc de l'opposition. Cela n'est pas largement rapporté en Occident. Finalement, cela a conduit à des actions judiciaires contre les dirigeants du bloc. Zelensky est ensuite devenu le porte-parole du parti maximaliste en Ukraine. Ce parti a exigé que la Russie cesse de soutenir les républiques du Donbass. Ils ont également discuté de la récupération non seulement du Donbass, mais aussi de la Crimée en tant que partie de l'Ukraine. Poutine a fait référence à plusieurs reprises à la doctrine militaire ukrainienne. Cette doctrine permet essentiellement aux forces ukrainiennes d'utiliser la force militaire pour rétablir la souveraineté ukrainienne sur la Crimée. As part of Ukraine. And the Ukrainian military doctrine that Putin referred to several times essentially allowed the Ukrainian forces to use military force in order to restore Ukrainian sovereignty over Crimea. So the combination of those domestic moves and much closer connections between Ukraine and particularly the United States, I think, pushed Putin to consider Ainsi, la combinaison de changements internes et de liens plus forts entre l'Ukraine et les États-Unis, en particulier, je crois, a poussé Poutine à envisager une approche plus proactive envers l'Ukraine. Nous pouvons être d'accord ou en désaccord, nous pouvons remettre en question chaque partie de ce raisonnement. Mais je crois que c'est ce raisonnement qui a peut-être abouti à la déclaration de Zelensky à Munich. Cette déclaration a été faite quelques jours seulement avant le début de l'opération militaire russe en Ukraine. Il a suggéré que l'Ukraine pourrait reconsidérer son statut non nucléaire. Je crois que tous ces facteurs se sont combinés dans l'esprit de Poutine. Cela l'a conduit à prendre la décision et à assumer lui-même la responsabilité, au lieu de laisser la tâche être accomplie par ses éventuels successeurs. In Putin's mind to push him toward taking the decision, taking responsibility upon himself, and not leaving the job to be done or else by his eventual successors. Anatole, discutons de l'aspect international de l'OTAN par rapport à la situation intérieure en Ukraine. Je suis intéressé à comprendre comment fonctionnent les politiques internes en Ukraine et comment elles interagissent avec la Russie. Quelle est ta perspective là-dessus? Selon toi, lequel est le plus significatif? Well, I think they were both very important. I mean, something just to add to what Eh bien, je crois que les deux aspects étaient très importants. Je veux ajouter quelque chose à ce que Dimitri a mentionné. Il y a deux choses à considérer. Premièrement, l'aspect international, et deuxièmement, l'aspect ukrainien. Cette situation ne s'est pas seulement produite l'année dernière. Elle s'est développée au cours de plusieurs années. Beaucoup d'espoirs russes au cours des 30 dernières années, y compris ceux de Poutine lui-même, étaient fondés sur l'idée que les Français et les Allemands finiraient par s'éloigner des États-Unis. Cela était principalement dû aux nombreux problèmes causés par l'Amérique. L'attente n'était pas un pacte Molotov-Ribbentrop, mais plutôt une série d'accords pragmatiques avec la Russie.
L'espoir, je crois, était partiellement soutenu par l'accord de Minsk concernant le Donbass. Cet accord a été négocié par les Français et les Allemands. Il stipulait que les républiques séparatistes du Donbass rejoindraient l'Ukraine. Cependant, elles bénéficieraient d'une pleine autonomie, garantie et protégée. Cette protection était également assurée par la communauté internationale. Au fil du temps après 2015, il est devenu de plus en plus clair que les Ukrainiens n'allaient pas respecter les termes de l'accord. Malgré avoir eux-mêmes signé l'accord, ils n'allaient pas promulguer les lois nécessaires pour assurer l'autonomie du Donbass. Il est également devenu évident que l'Occident, y compris les Français et les Allemands, n'allait pas exercer de pression significative sur les Ukrainiens pour le faire. Donc, je crois que l'épuisement de cet espoir a joué un rôle dans la décision de Poutine. De plus, comme Dmitri l'a mentionné, même si l'Ukraine n'allait pas devenir membre de l'OTAN, elle était devenue ce que les Américains appellent un allié non OTAN significatif de facto. Elle était également lourdement armée. Un autre facteur que j'ai entendu de hauts responsables russes, mais en off, et que l'Occident a complètement négligé, et n'a même pas reconnu à l'époque, que la Russie aurait pu facilement prendre militairement la moitié de l'Ukraine en 2014. De plus, il y avait au moins 2 raisons politiques fortes pour le faire. La première raison était que Yanukovych était, après tout, le président élu de l'Ukraine. La Russie aurait pu saisir la moitié du pays et l'installer à Kharkov. Ils auraient pu dire « Regardez, c'est le président élu ». Ensuite, ils auraient pu négocier et demander « Maintenant, comment pouvons-nous régler cela ?» Cependant, la Russie n'a pas fait cela. En fait, la Russie a fait preuve d'une remarquable retenue. Je pense que l'establishment russe le regrette depuis lors. Il se demande « Pourquoi ne l'avons-nous pas fait quand nous en avions l'occasion ?» Il y a aussi ce sentiment que plus les Ukrainiens sont lourdement armés, plus il sera difficile, voire impossible, de le faire à l'avenir. Comme il s'est avéré, la Russie a fini par s'y prendre trop tard de toute façon. Comme nous l'avons vu cette année, c'était déjà impossible. Where the whole succession of laws, which by the way also violated the Minsk II agreement in Ukraine. En ajoutant au point de Dimitri sur les divers problèmes internes en Ukraine, il y a eu une série de lois adoptées. Ces lois, qui ont également violé l'accord de Minsk en Ukraine au cours des 2 dernières années, visent à réduire voire abolir le rôle de la langue russe dans l'éducation, la vie publique et les médias. Bien que ces lois n'aient pas encore été pleinement mises en œuvre, l'intention est claire. En termes de temps qui ne favorisent pas la Russie, cette situation suggère également que si la Russie attend trop longtemps, les fondements culturels de la relation étroite entre la Russie et l'Ukraine pourraient être érodés au fil du temps en raison de l'ukrainisation. C'est ce que j'ai entendu de personnes à Moscou. Maintenant, la guerre a déjà causé des dommages importants, mais c'est un autre facteur à prendre en compte. Now, of course, it's been destroyed by the war, but that's another factor in what happened. L'analyse fournie par Anatole sur la perception actuelle à Moscou est-elle précise, Dmitri? La Russie regrette-t-elle de ne pas avoir adopté une approche différente en 2014? Well, even in 2014, the decision to limit the operation of Russian forces to the control of Crimea and the covert support for the republics in Donbass, that was controversial. Même en 2014, la décision de restreindre l'opération des forces russes au contrôle de la Crimée et au soutien clandestin des républiques du Donbass était controversée. Je dois mentionner que le mandat que le président Poutine a reçu de la Chambre haute du Parlement russe en 2014 lui permettait de déployer les forces militaires russes. Cela ne se limitait pas seulement à la Crimée, au Donbass ou à une partie spécifique de l'Ukraine, mais s'étendait à l'ensemble du territoire ukrainien. Poutine veille toujours à avoir une base légale solide pour ses actions. Il avait l'autorité d'utiliser ce pouvoir, mais a choisi de ne pas le faire. Il pourrait regretter d'avoir été trop indulgent envers Porotchenko.
En fait, lorsque l'Ukraine a organisé les élections présidentielles en mai 2014, la Russie avait le choix de reconnaître ou non ces élections. He chose not to use. He may blame himself for having become too soft on Poroshenko. Actually, when Ukraine held the presidential elections in May 2014, again, Russia had the option of, recognizing that election or not. Former President Yanukovych was in Russia, and it was the decision of President Putin whether to recognize an election held. L'ancien président, Yanukovych, était en Russie. Il revenait au président Poutine de décider s'il reconnaissait une élection qui avait eu lieu après la destitution illégale du président précédent. Je comprends qu'il y ait eu des discussions entre Poutine et Poroshenko. Certaines promesses ont été faites lors de ces discussions, mais elles n'ont pas été tenues. Cela est dû au fait que l'Ukraine, sous la direction de Poroshenko, a utilisé la force militaire contre les séparatistes dans le Donbass. Anatole a également mentionné l'accord de Minsk de février 2015. Cet accord a conduit à une promesse de l'Ukraine que personne occupant un poste de haut niveau ne tiendrait. Les Ukrainiens ont fait de nombreuses promesses vides ou non tenues. Which again very much produced a promise on behalf of Ukraine that no one in any senior position in Ukraine was going to fulfill. There was a lot of empty promises or promises not kept, broken by the Ukrainians. And I think this led to this pent-up frustration in the Kremlin with just about any Ukrainian leadership. Je crois que cela a conduit à une accumulation de frustration au Kremlin non seulement envers la direction ukrainienne, mais aussi envers la direction américaine. Poutine est très prudent quant à la divulgation des détails de ses conversations avec les dirigeants étrangers. Cependant, il a mentionné ses conversations avec le président Obama en février 2014. Cela suggère que Poutine estimait qu'Obama lui avait fait une promesse. Poutine a respecté sa part de l'accord, mais Obama ne l'a pas fait. 8 ans plus tard, cela a contribué à la décision dont nous discutons. Il y avait de nombreux facteurs qui ont influencé cette décision. Anatole et moi en avons discuté certains, mais il y en a plusieurs autres. La décision était complexe et, malheureusement, l'histoire ne peut pas être changée. There are many elements that went into that decision, and Anatole and I have discussed some of them. There are several others. It was a complex decision, and history cannot be undone. No, and the European continent doesn't have Non, a good le track continent record of européen n'a being pas une bonne fine histoire de with paix avec itself. In a lui-même. sense, we're all D'une certaine manière, nous sommes tous des Européens imparfaits ici. Il y a un Britannique qui ne fait pas partie de l'Union européenne, un Suisse qui ne fait pas partie de l'OTAN ou de l'UE, et un Russe qui est perçu comme l'opposé de ce que les gens imaginent de l'Europe, aussi injustifié que je pense que cela soit. Mais pourquoi est-ce que depuis des siècles, nous nous retrouvons en conflit interne européen tous les quelques dizaines d'années? Nous ne semblons tout simplement pas pouvoir y échapper, même après la guerre froide, n'est-ce pas? We're not getting out of it even after the Cold War, are we? Well, I mean, in a sense, nobody. Eh bien, d'une certaine manière, personne d'autre dans le monde ne l'est non plus. En Asie de l'Est, ils sont coincés dans des conflits territoriaux continus et non résolus. Beaucoup d'entre eux sont des vestiges de la Seconde Guerre mondiale. L'Asie du Sud traite encore des conséquences de la fin de l'Empire britannique. Même 75 ans plus tard, ils luttent avec les relations entre musulmans et hindous, l'Inde et le Pakistan, ainsi que les problèmes de frontières, de territoire et d'identité. Quant à l'Afrique, il vaut mieux ne pas commencer. L'Amérique du Nord, à l'exception du Mexique, a réussi à éviter ces problèmes, en grande partie grâce à l'immense pouvoir et à l'unité des États-Unis. And as I say, there are serious predictions of this now. The United States itself crumbles, as a United Mais bien sûr, si les États-Unis s'effondrent en tant qu'État démocratique uni, ce qui est une prédiction sérieuse maintenant, nous verrons probablement une situation similaire là-bas.
Cela rappelle ce qui s'est passé dans les années 1860 avec la guerre civile américaine. Les conséquences de cette guerre sont encore traitées aujourd'hui. Cependant, nous devons nous rappeler que nous sommes un continent divers et divisé. Nous avons des hostilités historiques profondes et des rivalités. Celles-ci ont été réprimées mais pas complètement éradiquées. Nous nous sommes également essentiellement détruits dans ce qui a été appelé la guerre civile européenne de 1914 à 1945. What has been called the European Civil War of 1914 to 1945. The European great powers effectively destroyed each other. Les grandes puissances européennes se sont essentiellement anéanties mutuellement. Par conséquent, nous avons maintenant une série d'États qui n'ont aucun désir de s'engager dans un conflit les uns avec les autres. Même si l'on considère les extrémistes de droite en France ou en Allemagne, aucun d'entre eux ne songe à répéter 1914 ou 1939 en se lançant dans une guerre les uns contre les autres. Cependant, ils sont incapables d'assumer collectivement la responsabilité de leur propre continent. Cela est suivi par des années de guerre froide et de dépendance envers les États-Unis. Malheureusement, nous sommes un continent brisé en raison de cette dépendance. Dimitri, pouvons-nous faire quelque chose pour réparer le continent en ruine? Pouvons-nous nous assurer que tout va bien du Portugal à Vladivostok, de Porto à Vladivostok? Well, I think what's happening today in Russia is a change in the approach to Russia's geography. And I think that the situation in Ukraine, the war that's going on there, is accelerating that change. Je crois qu'il y a un changement qui se produit dans l'approche de la Russie envers sa géographie. La guerre en cours en Ukraine accélère ce changement. Après 2014, la volonté presque historiquement unique de la Russie de devenir partie de l'Europe a échoué. Ses tentatives d'intégration avec le reste du continent européen ont également échoué. En conséquence, la Russie s'est tournée vers l'intérieur, ce qui, selon moi, a été un changement significatif dans sa perception de soi. Ce que je vois se produire maintenant, et ce que j'attends de voir s'intensifier dans les années à venir, voire les décennies à venir, c'est que la Russie se distancie de l'Occident, y compris de l'Europe. Elle commence à se considérer comme un pays non occidental. Au lieu de considérer l'Europe comme son voisinage, elle se tourne davantage vers la Grande Eurasie. Elle se concentre sur les pays asiatiques à l'est et au sud de la Russie. Ce changement a conduit à la relation la plus faible entre la Russie et l'Europe depuis peut-être l'époque de la Russie pré-pétrinienne, aux alentours des 15e et 17e siècles. As Greater Eurasia, with an emphasis on Asian countries to the east of Russia, to the south of Russia, and having historically the weakest relationship with Europe since maybe the days of pre-Petrine Russia, let's say the 15th century, 17th century, that period. That I think is what is coming, and that will be a big change. Je crois qu'un changement significatif se profile à l'horizon. Comme l'a mentionné Anatole, les fondements culturels des relations russo-ukrainiennes sont en train de subir une profonde transformation. Je constate un processus similaire entre la Russie et l'Europe, et cela se produit des deux côtés. De nombreux Européens excluent mentalement la Russie de leur concept de l'Europe de manière permanente. En même temps, de nombreux Russes, malgré leur récente volonté d'être ou d'être perçus comme des Européens, s'éloignent de l'Europe. Ce changement entraînera une relation très différente entre la Russie et l'Europe par rapport à tout ce que nous avons connu jusqu'à présent. Turning away from Europe. And this will be a very different relationship, I think, between Russia and Europe than anything we've had so far. Peut-être que ce sera le moment où nous réaliserons enfin que nous sommes tous des Eurasiens. Après tout, la Russie, ainsi que la Turquie et d'autres pays, nous relient clairement. Nous faisons partie d'un seul continent, une vaste masse terrestre. Cela pourrait même être plus difficile que d'être européen. Well, it's an interesting question because I've often said, in
Eh bien, c'est une question intéressante. J'ai souvent mentionné dans des contextes occidentaux où les gens disent que cette idée russe d'eurasianisme est l'une des choses qui séparent la Russie de l'Europe. J'ai répondu en demandant, ne sommes-nous pas tous des Eurasiens maintenant? Le Royaume-Uni a une grande communauté pakistanaise et indienne qui entretient des liens très étroits avec leur pays d'origine. De même, la France et la Belgique ont de grandes communautés musulmanes d'Afrique du Nord, et l'Allemagne a d'importantes communautés turques. Donc, nous sommes tous des Eurasiens. L'impact de cela sur l'identité européenne est incertain. Cependant, je crois que dans le futur, le concept d'une identité européenne unie avec la Russie comme étrangère deviendra de plus en plus complexe et conflictuel. Russia as the other will also be very, very complicated and conflicted. Dimitri, penses-tu qu'il y ait une possibilité pour nous, en tant qu'Eurasiens, de coexister avec la Chine, l'Inde, la Russie et les États européens? Même s'ils ne s'aiment pas nécessairement les uns les autres, pouvons-nous au moins maintenir un équilibre et éviter les conflits? Well, that would only happen if Western Europe, or United Europe, I should say, Eh bien, cela ne se produirait que si l'Europe unie donne la priorité à ses relations avec le reste du grand continent eurasien plutôt qu'à ses relations avec les États-Unis. Je ne pense pas que les États-Unis seraient satisfaits si leurs alliés les plus importants se détournent de l'Atlantique. Ils accepteraient une vision continentale qui inclut la Chine, l'Inde, les Arabes et la Russie. Franchement, je ne pense pas vivre assez longtemps pour voir le jour où cela deviendra réalité. Peut-être que cela ne deviendra jamais réalité. Frankly, I don't think I will see myself the day when it becomes a reality. Maybe it will never be a reality. Okay, gentlemen, Messieurs, je crois que nous manquons de temps, mais je vous remercie grandement. La seule chose que nous pouvons faire est de poursuivre notre discussion intellectuelle. Je déteste vraiment la fragmentation que nous vivons actuellement. De plus, je déteste le fait que nous soyons découragés d'interagir culturellement et intellectuellement. C'est une honte. Donc, j'espère que nous pourrons au moins prendre des mesures contre cela. Absolument. Thank you Merci very pour vos much. efforts. Thank you for your effort, Pascal. thank you very Merci much for beaucoup. talking, It was and great I to see you, Anatole. Thank you. C'était génial de te voir. Let's talk again soon. Absolutely. Absolutely. Restons en let's be in contact, touch, tout le everybody. monde. Have a Au good day. revoir. Thank you. Bye-bye. Bye-bye. Bye-bye.